Bien, donc la dernière fois, on avait fini simplement en établissant le temps de diffusion qu'on avait pour les collisions électron-phonon. Ok. Et donc on avait vu de cette chose-là, on pouvait simplement l'écrire sous la forme, alors un petit peu compliquée, hein, bien sûr, comme d'habitude. Alors pourquoi mon stylo ne marche pas? Il faut que je le reconnecte. Je le reconnecte de l'autre côté. Je connecte toi. Voilà, ok. Donc sous la forme suivante, on avait simplement un terme, 1 sur taux. Ça c'est le temps de collision bien sûr. Donc on avait un volume qui intervient, ça c'est un terme de normalisation. Et puis on avait surtout une intégrale avec à nouveau un 4pi sur h bar qui ne nous intéresse pas beaucoup. Mais on avait ici un terme alors qui comprenait le cœur de l'interaction, le noyau, un UQ, donc c'est pareil, qui intervenait dans l'hamiltonien d'interaction. Alors 1 moins cos θ, ça c'est un terme géométrique sur lequel on va revenir. Et puis ici, la conservation de l'énergie, parce qu'on avait considéré des phonons de basse énergie. Donc on avait considéré que le phonon sortant, l'électron sortant et l'électron entrant avaient la même énergie. D'accord? Donc ça, c'est la conservation de l'énergie. Alors là, je vais aller très vite au début, vous donner juste les étapes du calcul pour qu'on arrive à ce qui est intéressant. Alors, la première chose, c'est qu'on va faire un changement de paramétrage. Donc ça, c'est vraiment technique, hein, donc c'est pas passionnant. Donc on a ici un électron qui arrive avec K, qui repart ici avec K plus Q. Et donc, par définition, vous avez ici le vecteur Q. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez un triangle qui est isocèle, forcément, puisqu'on a la conservation de l'énergie. Et en fait, l'angle θ a été défini ici, et on reparamètre par un angle alpha qui est défini là. Bon, ça, c'est pas bien méchant. Et en fait, ce que vous pouvez montrer si vous regardez ce truc-là, c'est que vous avez 1 moins cos θ qui est égal à sinus à 2 cos carré alpha. Bon, ça, j'ai mis un peu de temps à me rendre compte, mais ça marche. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez transformer votre dq. Alors, non, dq, j'ai oublié la flèche. Le dq, ça vous donne simplement q carré dq. Et puis, ça vous donne un terme, sinus alpha d alpha d phi. Donc le défi va vous donner simplement immédiatement un terme en 2pi, hein, puisque vous avez une inversion par rotation totale. Et puis le dernier petit truc qu'on va faire, c'est qu'on va simplement transformer le delta de l'énergie, donc l'énergie K plus Q moins epsilon K. Alors si vous le réécrivez, vous pouvez écrire que c'est égal au delta, donc epsilon... Pardon? Alpha. C'est alpha, oui, c'est l'angle. Il suffit de regarder le triangle isocèle, hein, c'est tout bête. Alors ça, vous allez l'écrire de la façon suivante, parce qu'en fait, vous avez l'epsilon, l'énergie en K plus Q, c'est simplement H bar de K plus Q au carré sur 2m, hein, je crois que c'est ça, ouais, c'est ça, moins H bar K carré sur 2m. Alors vous voyez qu'en fait, dans le K plus Q au carré, vous allez faire apparaître à nouveau ce cos alpha. Et alors là, il faut faire un petit peu, il y a un peu de cuisine quand vous sortez les paramètres que vous allez avoir, un K carré plus Q carré plus 2KQ cos alpha qui va apparaître. Et quand vous allez sortir tout ça du delta, vous avez un truc qui va apparaître, qui est ce terme-là, H bar KQ sur M, et vous avez un cos alpha plus Q sur 2K. Non, vous avez le delta. Voilà. Donc vous voyez, vous avez simplement le terme qui se factorise ici, parce que le terme, alors évidemment j'ai oublié carré sur la barre 2, d'accord, ici,
Alors, ce que vous voyez assez simplement, c'est que les termes h bar 2, cache 2, ils vont partir. D'accord? Donc, il vous reste simplement le double produit et le terme h bar 2, Q2. D'accord? Qui va rester ici. Voilà, donc si vous faites tout ça, si vous mettez tout ça ensemble, vous arrivez finalement à une intégrale qui est tractable. Et ça vous donne, si vous mettez tout ça ensemble, ça vous donne un terme qui vaut 1 sur tau, qui est égal, alors vous avez toujours le 4pi sur h bar. Alors je ne sais pas pourquoi je change l'ordre des constantes d'une ligne à l'autre, mais enfin c'est pas très grave. Alors vous avez un v sur 8pi cube qui apparaît, alors pourquoi le 4 transforme en 8? Parce que je dois avoir un 2 qui apparaît, alors il apparaît où? Je sais plus, vous le compterez, ça c'est pas très important. Par contre là, ce qui est important, c'est que vous allez avoir d'autres choses qui vont venir. Alors vous avez une intégrale sur 0 à l'infini de Q2 dQ. Celle-là, elle est assez simple, elle vient de ça. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème dessus. Par contre, vous avez tout le reste qui est un peu plus embêtant, c'est que vous avez l'intégrale sur le alpha. Celle-ci, elle est un peu moins sympathique, donc on va mettre devant le d alpha. D'accord? Et si on met tout ce qu'on a trouvé, vous allez avoir un 2 sinus alpha d alpha. D'accord? Ça, c'est le premier terme. Hein, c'est lui. D'accord? Vous avez un 2 sinus alpha d alpha. Et puis, qu'est-ce qu'il vous reste encore? Vous avez toujours ce nu-q, bêta q nu-q qui traîne ici. Et puis, vous avez, alors, ce terme-là. Alors, faites attention à un truc, c'est que quand vous avez un delta qui apparaît là, quand vous le sortez du delta, ça s'inverse. D'accord? Donc, vous avez un m sur h bar kq, et il vous reste un delta de cos alpha plus q sur 2k. Voilà. Okay. Où ça? Oui, c'est un h bar carré. Vous avez raison, c'est un h bar carré. Tout à fait. Alors, une fois qu'on en est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire un petit changement de variable. D'accord? C'est-à-dire, je peux changer de page là? Allez-y, allez-y. Vous me dites hein, quand je peux. Vous me dites si quelqu'un veut rentrer, hein, parce que je ne vois pas là. Mettez vos cams si vous pouvez, c'est sympa de vous voir. Voilà, bonjour à tous. Il n'y a pas le chat là de monsieur. Non? Il n'y a plus le chat? Oh putain. Qui c'est qui travaille à deux là? C'est monsieur Louane, madame Louane. Bon, ça va, les vacances urbaines quand même, vous n'êtes pas trop. Ah, madame Julia, il arrête de faire son 4 heures. Il y a quoi dans la tasse? Il y a quoi dans la tasse? Ah bon, c'est bon. Il n'y a pas un green show avec. Bon, alors, une fois qu'on en est là, on a presque fini, on va pouvoir arriver à l'interprétation de ce bazar. Il manque un 2 égal 1, mais il est où ce 2pi qui manque? Ah oui, il manque un 2pi, vous avez raison. Pourquoi après? Oui, il y a un 2pi, il y a un 2pi qui vient du dq. Vous avez raison. On le met là, si vous voulez. Il vous plaît, là? Il est joli, là. Oui, donc en fait, c'est un 2pi qui venait de là, hein, si j'ai bien compris. Hein. C'est ce 2pi-là. Ouais, il est joli ici. Ah, vous êtes 23 quand même. C'est bien. Sans moi seul. Voilà. Ça. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que ça marche pas. Parce que là, il manque un cos carré, elle fait.
simplement IMOS un cos carré alpha, parce qu'à ce moment-là, ce terme-là, il me donne un cos carré alpha, et le sinus carré d alpha, il me donne le dx. D'accord? Parce que vous voyez que ce terme-là, sinus carré alpha, d alpha, c'est dx, si vous posez x égale cos alpha, et si vous avez un x carré qui apparaît. D'accord? Et pas l'inverse. Ouais. Alors ça, c'est un truc dont il faudra... En fait, vous essayez avec un truc simple pour vous en convaincre. Vous faites un... Par exemple, vous écrivez, je ne sais pas quoi, moi, vous écrivez un delta de x moins 3 alpha. D'accord? Et vous écrivez une fonction, puis un delta de x moins 3 alpha. Et puis après, vous sortez le 3 devant. Et vous allez vous convaincre assez facilement que si vous voulez obtenir le même résultat, il faut, quand vous sortez du delta, il faut mettre un tiers de ça. Sinon, vous n'obtiendrez pas le même résultat. D'accord? Alors, plutôt que faire des grandes théories, vous essayerez à la main avec une fonction extrêmement simple. D'accord? Vous faites x carré delta de, je sais pas quoi, de alpha x moins 3, et vous sortirez le alpha, et vous ferez x moins 3 sur alpha, et vous essayerez, et vous verrez que si vous voulez sortir, ça vous fait alpha x delta de x moins 3 sur alpha, et vous verrez qu'il faut bien faire x sur alpha, et non pas alpha x pour que ça marche. Vous essayerez le bidouiller à la main, et vous verrez que ça marche dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est surprenant, hein, tout le monde se plante là-dessus, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà, on va dire. Donc on en est là, et alors le dernier petit changement de variable, puis après c'est fini, hein, je vous promets, le chemin de croix est fini. Vous posez x qui est égal à cosinus alpha. Et alors le seul truc, c'est que quand vous posez x égale cosinus alpha, il faut faire attention quand même. Alors je vais vous apprendre un truc vachement important, c'est quand même que cosinus alpha est plus petit que 1. Donc quand vous allez intégrer, vous avez quand même des conditions sur la variable d'intégration. D'accord? Que quoi c'est plus petit que 1? Parce que le cos c'est plus petit que 1. Non, c'est gonflé comme affirmation. Mais... non, mais ça va jouer quand même sur les variables d'intégration. Vous allez voir, c'est pas complètement. Ça a quand même des conséquences. C'est pas aussi. Ça a des conséquences quand même. On va voir pourquoi. Alors, si on pose ça, on n'obtient que le 1 sur taux. Alors c'est là qu'il faut tout ramasser notre histoire. Donc il nous reste un 4pi sur h bar, v sur 8pi cube. Et puis il nous reste ici alors l'intégrale de 0 à 2k. Alors c'est là en fait que cette histoire va arriver, parce que en fait dire que parce que en fait cosinus θ plus petit que 1, ça veut dire que q sur 2k est plus petit que 1. Et ça, c'est logique, parce que ça veut dire simplement que vous ne pouvez pas avoir une diffusion qui est plus grande que 180 degrés. D'accord? Vous ne pouvez pas faire plus que renverser votre électron. D'accord? Donc ça vous donne une bande sur votre intégrale. Donc il vous reste ici un QU dQ. Bon, ça c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et puis il nous reste ici notre intégrale attendez, j'en suis où? Oui, il y en avait un qui était faux. Il nous reste ici l'intégrale de 0 à pi de 4πm sur i h bar kq. Donc ça, j'ai simplement regroupé des termes. Il me reste un uq bêta q au carré. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Et puis il me reste... Alors pourquoi j'ai écrit ça comme ça? Excusez-moi. J'ai un cos carré. Ouais. Ouais, c'est l'intégrale d'en dessous. Il me reste un cos carré alpha. Ouais. Et il nous donne finalement un truc qui est en x carré delta de x moins plus q
sur 2K. Et ici, c'est un moins dx qui apparaît, hein, puisque en fait, quand on dérive cosinus, ça fait moins sinus. Ok. Bon, ben là, en fait, on a fini cette histoire, hein, parce qu'en fait, vous voyez que le Q, il va prendre, donc comme ici, on a ce delta. Bon, ben le X, il va prendre X carré, il prend cette valeur, donc c'est réglé. Ici, il va nous rester simplement... alors pourquoi j'ai un I qui apparaît? Parce que je me suis planté. Donc il n'y a pas de I qui apparaît ici. Il est complètement réel ce truc. Et puis il va nous rester finalement des préfacteurs et on a uniquement une intégrale ici sur Q. D'accord. Et donc c'est ça qui va nous intéresser parce qu'on n'a que 1 sur taux. On va sortir tous les préfacteurs. Vous avez un MV, alors je les ai tous mis ensemble, là, ça vous fait ça, de pi h bar cube k cube. Vous avez une intégrale entre 0 et 2k. Alors si vous comptez vos facteurs, vous avez ici un terme qui va être en q carré, d'accord. Vous avez ici un terme qui est en q. Et puis alors où c'est qu'on va récupérer encore un terme en q? Alors comment ça se compte ce bazar? Vous finissez ici, vous avez un dq, donc vous finissez avec un q3. À la fin, vous finissez avec un q3. Et puis il vous reste toujours le nu q bêta q carré dq. Voilà. Donc vous avez le résultat que vous voulez. Donc ça, c'est le point de départ de notre bazar. Ok. Donc oui, donc ça fait effectivement, vous avez ici, vous avez q carré, ça fait q4 divisé par q, ça nous fait bien q3. D'accord. Donc en fait, ça c'est ça qu'on va parler maintenant. Bon, alors c'est ça qui va nous donner en fait les deux lois qui nous intéressent, hein, que vous connaissez déjà. Est-ce que tout le monde y est? Il n'y a pas de barre là, je sais pas pourquoi j'ai mis des barres. Ouais. J'ai oublié les choses d'intégration. Vous dites qu'elle devrait passer. Alors, à cause du moins qu'il y a là. C'est ça que vous me dites? Ah oui, ça a plus de 0 à pi, ça va de 0 à. Ça va de 0 à. Ça va de 0 à q sur 2k, c'est ça? Exact. Bon, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va paramétrer ce truc-là en fonction de l'énergie des phonons. C'est un peu plus parlant. D'accord. Alors plutôt que l'avoir en vecteur d'onde, on va paramétrer ça en fonction de l'énergie du phonon qui vaut h bar oméga q sur kt. D'accord. Donc c'est juste une façon de le paramétrer. Alors ce qu'on va regarder, c'est que à basse énergie, on va regarder les phonons vraiment près du milieu de la bande, hein, près du zéro. On va dire que le phonon, il a une énergie qui est de l'ordre de h bar qs. D'accord. Ça, c'est la vitesse du son. Eh bien, c'est facile à ce moment-là. Le x, on va le paramétrer comme h bar qs sur kt. Ce qui nous entraîne que q est égal à kt sur h bar s fois x. Bon, donc ça c'est un exploit.
Donc la borne d'intégration, alors si je me plante pas, la borne d'intégration, elle devient 2h bar ks sur kt. Le paramètre d'intégration, il devient kt sur h bar s dx. Alors ouais, le bêta q. Alors lui, le problème, c'est que comme ça fait un mois que vous n'en avez pas entendu parler, vous ne vous souvenez plus, mais si vous remontez dans le temps, vous verrez que ce truc-là, c'est un truc qui ressemble à ça. Vous avez le h bar en haut, vous avez la masse des phonons, le nombre des phonons, et surtout vous avez la pulsation ici. Et la pulsation, c'est un truc qui varie aussi comme Q fois S pour Q tendant vers 0. D'accord. Voilà. Et devant, vous avez un Q2, et puis vous aviez ici la transformée de Fourier du potentiel. Donc essentiellement, c'est un truc qui varie comme A au carré, on l'écrit comme ça, fois Q. Donc vous avez Q2 divisé par Q, hein, ça vous fait un Q. C'est pas compliqué. Donc ce que j'écris là, c'est qu'en dessous, oméga Q, c'est un truc qui varie à basse énergie essentiellement comme Q. D'accord. Et puis le numérateur, il est en Q carré, donc Q carré divisé par Q, ça fait une variation en Q. C'est tout bête. Donc si je remets tout ça ensemble, on va regarder ce que ça fait. Donc essentiellement, on va avoir ici, donc vous regardez, vous avez un terme qui va vous donner un terme en puissance 3. Ici, un cas. Ouais. Mmh. Mmh. Alors, non, parce qu'en fait, l'idée, c'est de. En fait, on veut. Vous allez voir, l'idée, c'est de sortir la dépendance en température de l'intégrale. Vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, on veut sortir ici la dépendance en température, on veut la mettre devant, fois une intégrale qui ne dépend plus de la température et qui soit sans dimension, parce que le x, il est sans dimension quand même au passage. D'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir une intégrale qui soit sans dimension, fois la dépendance en température qui est devant. D'accord. C'est ça qu'on va analyser après. Ok. C'est parti. Je pense que c'est ça. Le bêta Q doit me donner un. Oui, il me donne un X, là, il a raison. Vous avez raison. Là, j'ai un X qui va sortir. Parce que j'ai un Q, j'ai un Q. Oui, et ça me donne un KT sur H bar S. C'est pas l'infini, c'est de bande intégrale, c'est 2K. Donc, si vous faites ça, si vous mettez tout ça ensemble, vous allez voir ce que ça donne, hein, c'est facile. Vous avez un 1 sur taux qui devient, alors le préfacteur c'est le même, hein, ça bouge pas, donc ça vous fait 2pi h bar cube k cube. Alors donc l'intégrale, ce que je vous disais, il suffit de recopier, vous avez un kt sur h bar s qui est ici au cube, donc ça c'est le q cube hein, qu'on avait tout à l'heure, et puis vous avez le x cube forcément. Et puis ici j'ai le a carré x qui vient du bêta cube, et puis donc j'ai à nouveau un kt sur h bar s qui n'est pas au cube, celui-là. J'ai mon uq qui reste, alors lui c'est la fonction de distribution de Bose-Einstein, d'accord. Et puis ici j'ai le kt sur h bar s dq, donc ça vient du chemin de variable, hein, donc c'est le q dq. Ok. Donc ça c'est le terme q cube, ça c'est le terme bêta q, okay. Le carré, ça c'est le terme, ça c'est un dx du coup d'ailleurs, ça c'est le terme dq. Ok. Et donc quand je sors tout ça,
il me reste que 1 sur tau est égal à mv sur 2 pi h bar cube q cube. Et il me reste ce terme-là qui est le kt sur h bar s à la puissance 5 fois cette intégrale. Alors j'ai un a au carré ici, bon ça c'est un préfacteur numérique. Et il me reste ici un terme en x4 nu q, alors qui dépend de x, hein, parce que je vous rappelle que c'est la fonction de Bose-Einstein, donc il y a le x dedans, puisque c'est exponentielle de h bar sur kt, fois dx. Voilà. Donc ça s'écrit simplement comme ça. Voilà. Et en fait, on a tout là-dedans. Donc en fait, on peut le rentrer, à la limite, vous pouvez le rentrer par brute force, parce que l'intégrale ici, à la limite, elle va de 0 à l'infini. Donc vous intégrez sur toutes les énergies. D'accord ? Donc là, vous avez fini le calcul. Donc on peut, ce qui est intéressant, c'est de regarder, j'allais dire, les cas limites. Ouais. Le quoi? Le quatrième X, bah j'ai... attendez. Moi j'en avais 4 là, alors pourquoi j'en ai plus que 2 maintenant? Si, j'en ai un qui vient, alors attendez. Tacalacata. Moi j'en ai un qui vient de là. Le bêta Q. Ouais, c'est le bêta Q, j'ai oublié un X. Il a tout à fait raison, ce monsieur. Donc c'est là que j'ai un X en plus. Donc ça me fait bien un X4. Voilà. Bon, alors, le problème, en fait, c'est cette intégrale ici. Hein. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, est-ce qu'il y a deux possibilités, soit on calcule numériquement, soit on va regarder de façon un peu plus astucieuse des cas limites. Donc, dans le cas des métaux, on va toujours faire la même chose. On va regarder autour de EF. Alors, évidemment, les deux trucs qu'on peut regarder simplement, c'est la limite haute et basse température. Bon, alors la première limite, c'est la limite basse température. Donc vous avez KT qui va être très petit devant 2H bar KS. Ok. Donc dans ce cas-là, finalement, attendez, le problème c'est que... Non, je me suis trompé sur une borne intégrale, faites gaffe, parce que là c'est pas l'infini justement. Cette borne intégrale... Cette borne d'infini, c'est 2H bar KS sur KT. Ouais. Attendez. Ouais, parce que c'est une erreur. En général, c'est la première réponse que c'est une erreur. Après, si c'est pas une erreur, il faut réfléchir, mais... non, mais en fin d'année, vous êtes bon en calcul, vous êtes meilleur que moi, donc en général, c'est une erreur. Par contre, ce qui était une erreur grave, c'est ça, c'est le changement de la bande intégrale. Ça, c'est important. Ben, en fait, il suffit de regarder, parce que quand on a fait le changement de variable, c'est 2H bar KS sur 4T, justement. Alors, pourquoi c'est important, cette bande intégrale? Parce que, justement, vous regardez que si vous êtes dans cette limite-là, c'est-à-dire la limite des basses températures, vous voyez que l'intégrale, la bande intégrale, la bande supérieure, donc 2H bar KS sur KT, finalement, elle tend vers l'infini. D'accord? Donc, en fait,
Pourquoi j'ai plus de souris, moi? Donc en fait, l'intégrale entre 0 de 2h bar ks sur kt, c'est à peu près l'intégrale entre 0 et l'infini. Et ça, c'est simplement un nombre. D'accord? Voilà. Cette intégrale-là, elle devient un nombre, simplement. Et donc, finalement, le 1 sur tau, c'est quelque chose qui varie en T5, si je ne me suis pas planté. D'accord? Pardon? C'est beaucoup. Ah ouais, non, ça varie très vite. Donc ça, on va en discuter juste après. Alors, le deuxième cas, je vous rappelle que l'intégrant, lui, il finit en 2h bar ks sur kt. Donc, il va finalement pertinent. Votre intégrale, à la fin, c'est x4. Nu-q, il varie essentiellement en 1 sur x. Donc, vous retrouvez un terme en x3 qui varie entre 0 et quelque chose qui est en 1 sur t. D'accord? Oh là, bien là. Regardez, c'est la limite inverse, c'est-à-dire dans la limite haute température. Bon, ben vous êtes dans la limite kt très grand devant 2h bar ks. Alors là, évidemment, vous ne pouvez pas transformer votre intégrale. Par contre, vous allez peut-être pouvoir faire quelque chose sur l'intégrale, enfin sur nu-q, sur l'intégrant. Parce que nu-s, c'est simplement la fonction de distribution, donc c'est simplement 1 sur exponentielle de h bar oméga q sur kt plus 1, moins 1, pardon, excusez-moi. Et ça, vous pouvez l'écrire sous la forme 1 sur exponentielle de h bar qs sur kt moins 1. Et évidemment, quand ce truc-là est petit, vous pouvez faire un développement limité de ce truc. D'accord? Donc le 1 va partir, et vous trouvez essentiellement que ce truc-là, c'est essentiellement exponentielle de kt. Alors si je ne me plante pas, c'est simplement ça va vous faire on va le mettre en termes de x, d'accord, ça sera plus facile pour l'intégrer. Donc vous avez 1 sur exponentielle de x moins 1 et de l'ordre de 1 sur 1 plus x moins 1, donc c'est de l'ordre de 1 sur x. Ok? Et donc, si vous calculez le 1 sur tau, d'accord, vous avez toujours devant votre terme en T5, mais vous avez ici une intégrale entre quelque chose qui est 0 en quelque chose qui est en 1 sur T, essentiellement, d'accord. Et puis vous avez un terme en x4 sur x dx, d'accord, si on laisse tomber tous les deux facteurs. Si on laisse regarder que ce qui est... À la fin, ça vous fait essentiellement quelque chose qui varie... Bon, tu arrives, toi. Qui varie en T5 fois quelque chose qui va varier en T4. D'accord? Enfin, X4, pardon. En X4, pris entre 0 et 1 sur T. D'accord?
Et donc, ça vous donne que 1 sur t varie essentiellement comme t. Ok. Donc ça, simplement, c'est le. Donc ce qu'on récupère, c'est facile, hein, c'est simplement le développement limité de cette fonction de distribution. Quand vous avez un argument qui est petit, hein, simplement, ça devient simplement 1 sur x. Hein, d'accord. C'est parce que le moins 1 devient négligeable, vous gardez 1 sur x. Et vous retrouvez simplement avec une intégrale qui est intégrale de loi de puissance, hein, donc ça, c'est pas violent. Et vous retrouvez que le temps le temps de relaxation est proportionnel à t. Là, je sais pas, il y a des gens qui se marrent, là, je sais pas ce que je leur ai dit, mais. Voilà. Alors, comment on peut interpréter ça? Alors, je vous rappelle d'abord que le sigma, la conductivité, c'est essentiellement un sur taux. Donc, si je trace maintenant ma conductivité en fonction de la température, vous allez d'abord avoir essentiellement ce qu'on appelle le résiduel. Conductivité résiduelle. Après, vous allez avoir un truc qui va monter très très vite, qui est en T5. Après, je suis vraiment nul en dessin, mais un truc qui va être linéaire, qui va être en T. D'accord? Voilà. Alors ici, vous avez quelque part un truc qu'on a beaucoup de mal à voir en général, qui est le T carré, qui est lié au temps de relaxation. C'est le liquide de Fermi qui vous donne ça. En général, c'est très dur à voir. Et on rentre tout de suite dans le résiduel, parce que vous avez un T carré. Le problème, c'est que T carré, dans le fond, c'est plat, quoi. Dans le fond du bateau, c'est complètement plat, donc c'est très très dur à voir. Alors, le problème, c'est où se place le crossover. Ici. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à basse température, on est en train d'activer les différents modes de phonon. Jusqu'à θd, c'est-à-dire la température de Debye. D'accord. Et puis ensuite, tous les modes sont activés. Et vous ne faites, en fait, finalement, vous ne faites que rajouter de l'énergie, mais dans tous les modes qui sont déjà activés. Donc vous ne rajoutez plus de canal pour la diffusion. Vous avez au départ, vous rajoutez des canaux pour la diffusion, donc c'est extrêmement efficace. Et ensuite, vous ne faites que rajouter de l'énergie dans les mêmes canaux de diffusion. Donc vous êtes beaucoup moins efficace. C'est ce qui explique que vous passez ici de quelque chose qui est en T5, donc qui est extrêmement violent, comme M. Sauvage me le faisait remarquer, à quelque chose qui est en T, qui est quand même beaucoup moins violent. D'accord ? Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Alors, sur ce cours-là, sur le transport, ce qui est très très important à retenir, parce que ça intervient très souvent en physique, c'est l'aspect. Alors, l'équation de Boltzmann, c'est un truc super important, parce que ça intervient partout, y compris chez les matheux, donc je ne sais pas trop ce qu'ils font avec, mais ça excite beaucoup les matheux, Boltzmann. Et c'est vraiment un truc de base dans la physique, dans tout ce qui est problème de transport. Et l'aspect réponse linéaire, c'est-à-dire l'idée qu'on regarde la perturbation sur la fonction équilibre pour regarder la fonction hors équilibre. D'accord, ça c'est vraiment un raisonnement extrêmement classique. Donc c'est important d'avoir vu ça un petit peu en détail. D'un point de vue plus pratique, ce qui est important, c'est d'avoir vu comment on déroule proprement la fonction hors équilibre et comment on peut l'appliquer à la réponse pour le transport, la diffusion électron-électron, la diffusion électron-phonon et comment on tire proprement donc ces lois en T5 et en T. Sachant qu'évidemment, si vous le faites à la barbare, hein, vous pouvez le tirer en 30 secondes, les lois
avec Drude et ce genre de choses. Okay, mais c'est bien que vous ayez fait la démarche complète avec la physique statistique, les lois de Boltzmann proprement faites, les termes de réponse linéaire, etc. Je sais pas, chez Madame Véra, on a l'air de beaucoup s'amuser. C'est passé. Donc voilà, retenir aussi que quand vous avez du champ magnétique, vous regardez tout de suite la fonction équilibre, puisque la réponse sur la fonction à l'ordre 0 est nulle. D'accord. Donc voilà. Donc je voulais vous faire quand même une petite heure sur le transport quantique, parce que finalement, attendez, je vais essayer de faire un truc balèze que j'ai encore jamais fait. Peut-être que ça va marcher. Voilà, ça a marché. C'est quand même balèze. Parce que, bon, on vous avez fait tout un cours sur le transport classique. Et en fait, actuellement, il y a quand même beaucoup de choses qui se développent autour du transport quantique. Alors, si vous voulez un ordre de grandeur des choses, les transports quantiques, ça date des années 50-60, on va le voir tout de suite. Alors, pourquoi j'ai une caméra qui se met en marche? Je veux pas de caméra, c'est quoi ce bordel? Je veux pas de caméra. Bon, alors je vais vous montrer d'abord Alors, je m'étais fait des figures. Évidemment, elles sont plus là, si elles sont là-haut. Capture d'écran, c'est pas ça, je m'étais préparé des belles figures. 1600, voilà. Donc la première chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc c'est en fait, putain, ça marche en plus, c'est pas tant. C'est un vieux papier donc de Rolf Landauer, donc 1957, hein, alors qui est paru dans un journal un petit peu obscur, parce qu'il s'est fait jeter les autres journaux, en fait. L'histoire, c'est à peu près ça. Donc, las de se faire jeter de tous les autres journaux, il l'a publié dans le journal d'IBM de recherche, puisqu'il était chez IBM à l'époque, à Yorktown, à l'époque où IBM faisait encore de la recherche fondamentale. Et il a regardé, en fait, en gros, il regarde ce qu'on a fait. C'est-à-dire, si vous regardez le papier, il fait le calcul que je vous ai fait faire, c'est-à-dire ce qu'il y a quand vous envoyez des électrons sur la diffusion de charge sur un milieu aléatoire. Enfin bon, il est incompréhensible ce papier, hein, mais bon. C'est en gros le calcul qu'on a fait ensemble en plus compliqué. Et alors, le problème qu'il obtient, c'est que il calcule que si on est sur un milieu diffuseur, vous envoyez des électrons sur un milieu diffuseur, là je sais pas, j'imagine un mur, et il nous dit que la résistance de ce truc-là, ça va être R sur 1 moins R, avec R la réflexion du truc. Alors là, il y a un petit souci quand même, c'est que pourquoi ce papier a été refusé, c'est que les gens ont tous dit, vous voyez, si j'ai un R qui tend vers 1, ce truc-là se met à diverger. Et si R tend vers 0, ça tend vers 0. Bon, alors que la résistance devienne infinie quand R tend vers 1, bon, ça peut se concevoir dans la mesure où, excusez-moi, dans la mesure où, bon, j'ai une barrière, donc le truc est réfléchi. Par contre, que la résistance devienne nulle, ça a choqué un peu les gens. Ça veut dire, les gens, bon, ils étaient prêts à concevoir que dans un supraconducteur, bon, j'envoie un électron, j'ai un truc qui est parfaitement transmis, j'ai une résistance qui est nulle. Par contre, l'idée que dans un métal normal, j'ai une résistance qui est nulle, ça a quand même fait un petit peu débat. Voilà. Donc ça a été le premier papier, on considère que c'est le premier papier sur la physique nulloscopique. Donc Love Landauer, il est mort il y a une vingtaine d'années. Alors c'était un monsieur qui était assez marrant parce que, alors pour vous dire la petite histoire de l'électronique, c'est un gars qui m'avait raconté que dans les années 50, c'était les premiers ordinateurs à IBM, et les gens qui faisaient des ordinateurs, ils couraient dans les couloirs en demandant aux physiciens s'il n'y avait pas quelque chose à calculer avec les ordinateurs, parce qu'ils ne savaient pas quoi foutre de leurs ordinateurs. Et alors, Landauer leur avait sorti de calculer un diagramme de bande dans un semi-conducteur ou je sais pas quoi. Et les mecs savaient pas quoi foutre avec leur ordinateur. C'était vraiment le truc, ils couraient après un truc à faire avec leurs ordinateurs. Donc, vous voyez, Madame d'Épinay, si vous faites des calculs de bande, vous vous souviendrez qu'il y a un demi-siècle, les gens savaient pas quoi foutre de leurs ordinateurs. Bien.
Alors, donc, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est le problème de base, c'est pourquoi on faisait du transport classique jusqu'à maintenant. Ben, c'est le problème des longueurs caractéristiques. Alors, finalement, qu'est-ce qui fait que dans un conducteur, vous pouvez décrire une particule classiquement? Ben, la réponse, elle est simple. Si vous avez, par exemple, dans tout le calcul qu'on a fait, hein, dans tout le cours, si vous regardez la façon dont on a décrit nos électrons, c'est essentiellement des billes dures. Et puis ça marche bien, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous regardez tout le transport classique, ça marche bien. Enfin, en général, on dit pas trop de conneries, quoi. Si vous mesurez, ça marche bien. Mais un électron, c'est une particule quantique. Alors, la question que vous posez, c'est pourquoi je peux décrire une particule quantique classiquement. Alors, il y a quand même une réponse simple, c'est qu'est-ce qui fait la nature quantique d'une particule. D'ailleurs, si je vous posais la question, qu'est-ce qui fait la nature quantique d'une particule comme l'électron? Enfin, qu'est-ce qui est caractéristique d'une particule quantique? Ouais. Et alors plus simplement, je dirais. Ouais. Ouais. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui fait, par exemple, que ici on ne voit pas? Ouais, ou les longueurs grandes. C'est-à-dire qu'en fait, essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'on ne voit pas les effets liés à la phase. Alors ça, on l'a dit à un moment dans le cours, mais vous avez sûrement zappé ça, c'est-à-dire qu'on avait dit quand on regarde la diffusion électronique, quand un électron arrive, il repart. Et on a dit à un moment qu'il n'y a pas de corrélation entre l'électron qui arrive et l'électron qui part. Ça, on l'a dit à un moment dans le cours. Ça veut dire que finalement, l'état quantique entrant et sortant n'ont rien à voir. D'accord? Ça, c'est pas forcément évident. D'accord? Donc, si on veut voir des effets liés à la phase, il faut qu'on ait une cohérence de phase. Et ça, vous le savez en optique. Non, on n'a pas parlé de la transition d'Anderson. Justement, la transition d'Anderson, effectivement, il y a des effets de cohérence de phase dedans. Sinon, on les a pas. Alors, le truc, c'est qu'un photon, c'est très cohérent. Alors, qu'est-ce qui fait perdre sa cohérence à un électron? C'est que, en fait, essentiellement, ce qui vous fait perdre votre cohérence, à vous aussi d'ailleurs, hein, tout le monde, c'est que si vous avez un environnement, voilà, essentiellement, c'est ça, voilà. C'est qu'en fait, vous interagissez avec votre environnement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous étiez complètement isolé, vous seriez cohérent. Mais vous êtes trop gros pour être cohérent, enfin trop lourd, vous avez trop de masse. Pas seulement moi, vous aussi. Donc vous décohérez très 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 vite. Alors là, par exemple, à votre avis, alors qu'est-ce qui vous ferait décohérer? Qu'est-ce que vous citeriez? Alors, intuitivement, comme ça, dans la nature, qu'est-ce qui vous fait décohérer? Ouais, exactement. Alors, ouais, alors diffusion par quoi? Ouais, non, mais de façon plus microscopique, quoi, je veux dire. Un petit mur. Ouais. Non, mais qu'est-ce qu'il y a dans le petit mur qui peut vous faire.
d'autres électrons, ouais. Effectivement, il y a les électrons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut aussi nous faire diffuser? Ce qu'on a vu dans le cours, hein. C'est bon, vous avez les phonons. Alors, les photons, voilà. Alors, c'est un peu moins évident parce qu'on n'a pas regardé ça, mais le couplage électron-photon n'est pas forcément complètement négligeable, hein, d'accord? C'est-à-dire que quand vous avez un rayonnement, enfin, je veux dire, les photons qui arrivent dans votre échantillon, bah, on en a parlé un petit peu, par exemple, le liquide de Fermi, c'est essentiellement ça qui limite le temps de vie de la quasi-particule. Alors, un autre truc dont je n'ai pas parlé, par exemple, c'est du couplage magnétique, qui peut être de l'effet Kondo. Alors vous avez aussi tout ce qu'on appelle les TLS, c'est-à-dire les systèmes oscillants dans les solides, etc. Tout ce qui va se coupler à votre électron va lui faire perdre sa cohérence. Et effectivement, je suis d'accord avec, je crois que c'était M. Sauvage qui parlait, comme l'électron a une masse, en fait, dès qu'il se couple à un truc, c'est mort. Alors, les temps de cohérence qu'on obtient actuellement dans les meilleurs systèmes, c'est de la, je sais pas, de la nanoseconde, un truc comme ça. Alors qu'un photon, vous l'envoyez sur la Lune, il revient, il est encore cohérent, d'accord. Donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Bon, donc ça, on a gagné. Alors maintenant, donc, on va regarder les longueurs. Alors, les différentes longueurs. Alors, d'abord, vous avez la taille de l'échantillon. Alors, je la mentionne parce qu'on va en parler dans 5 minutes quand même. Ensuite, vous avez une longueur qu'on appelle la longueur élastique. C'est la longueur entre deux chocs élastiques. Donc, dit comme ça paraît idiot, mais en fait, ça a été l'objet d'une incompréhension pendant de longues années, même parmi les physiciens. Et la longueur inélastique, c'est la longueur entre deux chocs inélastiques. Et Lphi, c'est évidemment la longueur de cohérence de phase. Alors, vous avez forcément Lphi qui est plus petit que la longueur inélastique. Alors ça, il y a une raison quand même pour ça. C'est que si vous avez un choc inélastique, ce qui se passe, c'est que votre électron, si vous changez d'énergie, il change d'état propre, si vous voulez. Donc si vous changez d'état propre, la phase se trouve redistribuée aléatoirement entre 0 et 2π quand vous changez d'état propre. La phase se retrouve redistribuée. D'accord ? Par contre, les chocs inélastiques peuvent préserver la phase. Alors ça, c'est quelque chose que les gens ont mis très longtemps à comprendre, parce que paradoxalement, pendant longtemps, les physiciens ont pensé qu'on ne verrait jamais d'effet cohérent dans les métaux, par exemple, parce qu'ils disaient c'est extrêmement désordonné, donc on ne verra jamais d'effet cohérent. Or ça, c'est faux, parce que vous pouvez avoir des effets de diffusion élastique qui soient parfaitement cohérents. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez un électron qui va avoir un choc sur une impureté statique, il va avoir un déphasage au milieu où il tourne, c'est-à-dire sa phase va tourner, mais elle peut tourner de façon parfaitement déterministe. D'accord ? Et reproductible. C'est-à-dire que si vous faites 2 fois le même chemin, vous allez avoir le même déphasage 2 fois de suite. Et c'est ça, en fait, qui est important, parce que si vous voulez construire des interférences, un pattern d'interférence, vous allez construire la somme de toutes les interférences sur tous les chemins. À partir du moment où votre chemin d'interférence est déterminé, c'est-à-dire que vous savez sur chaque chemin comment la phase s'accumule sur chaque impureté, comment la phase va tourner, vous pouvez parfaitement le faire, même si vous êtes dans un milieu désordonné. D'accord ? Par contre, si vous avez à un moment un choc inélastique qui va redistribuer votre phase de façon aléatoire, ça, vous ne pouvez plus le faire. D'accord ? Donc, ce qui est extrêmement important, c'est que la longueur de cohérence de phase, elle est limitée par
la longueur inélastique. Elle n'est pas limitée par la longueur élastique. C'est pour ça qu'on peut voir des effets cohérents dans les métaux, même si les longueurs élastiques sont extrêmement courtes. D'accord. Ce qui va limiter, c'est longueur inélastique. Et ça, c'est quelque chose qui paraît bête à dire maintenant, mais ça a mis une décennie pour rentrer dans la tête des gens et pour lesquels ils ont essayé de voir des effets cohérents dans des métaux. Ok. Alors, je regarde à 15h47. Ok, c'est bon. Alors, les systèmes expérimentaux. Ouais. Ça ne dépend pas de quoi. J'ai pas dit qu'il va pas, il peut. Ce que je veux dire simplement, c'est que quand vous avez un choc, quand vous avez une diffusion sur un potentiel élastique, d'accord, éventuellement vous allez faire tourner la phase. J'ai pas dit qu'il lui fait rien. Il la fait tourner, mais de façon déterministe. C'est-à-dire que la phase à la sortie dépend de la phase à l'entrée de façon parfaitement déterministe. D'accord. Si vous faites 2 fois le même trajet, vous aurez 2 fois la même rotation de la phase. Ok. Par contre, si vous avez un choc inélastique, vous détruisez la cohérence de phase. C'est-à-dire que la phase à la sortie n'a plus aucune corrélation avec la phase à l'entrée. D'accord. Donc vous ne pouvez plus construire d'interférence à partir de ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est ça qui est extrêmement important en fait dans ces systèmes. Alors, vous avez... Alors le premier... Bon, alors les matériaux, je vais quand même vite passer en revue, parce que peut-être il y en a qui vont se servir de ces matériaux, je ne sais pas. Alors, les métaux, je ne vais pas vous faire un cours sur les métaux, parce que vous savez ce que c'est. Les supraconducteurs. Alors si, il y a un truc qui est pas mal sur les supras, parce que les gens, ils ont fait ce que j'appelle de la fausse mésophysique avec les supras, parce que ce qui est sympa avec les supras, c'est quand vous prenez un bout de supra, n'importe quoi, vous prenez un bout de, je sais pas, de plomb, de n'importe quoi, ou d'alu, il est bien supra. Et alors, vous avez une cohérence de phase, mais macroscopique. Alors ça, c'est vachement sympa, et en plus, vous avez un gap qui vous protège. Alors, si la cohérence, effectivement, c'est une cohérence de phase, mais qui en plus se fait sur 1 milliard d'électrons. Alors ça, c'est vachement sympa parce que tout d'un coup, vous avez des effets qui sont hyper mesurables. Parce qu'au lieu d'avoir un électron qui se promène, vous en avez 1 milliard. Donc c'est très facile à mesurer. Et en plus, vous avez un gap qui vous protège. Alors, c'est un peu de la fausse mésoscopie dans la mesure où, par définition, la supra, c'est un effet cohérent. Donc, bon, c'est évident que c'est un effet cohérent. Donc on met en évidence un truc qui est évident. Quoi. Ce qui est moins évident, c'est de mettre un électron qu'un électron est cohérent. Alors par contre, ce qui est un peu moins trivial, c'est ce qu'on appelle l'hétérostructure. Donc ça, les hétérostructures, je vous raconte juste comment c'est fait, parce que ça vous permettra de mettre en application un petit peu les cours qu'on a fait sur le transport. Alors vous savez que un des problèmes qui peut faire de la diffusion, c'est les diffusions sur les impuretés statiques. Alors les diffusions sur les phonons, on n'y peut pas grand-chose, parce que le phonon, il est là, hein, je veux dire, on ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, la diffusion sur les impuretés statiques, on peut y faire quelque chose. Et dans les semi-conducteurs, le problème, c'est que si on dope, on a des électrons, mais on a aussi des dopants, donc ça fait des impuretés. Et puis si on veut pas d'impuretés, ben on n'a pas d'électrons. Donc c'est un peu emmerdant, c'est un problème qui se mord un peu la queue. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens dans, je sais plus quelle année, qui ont inventé ce qu'on appelle les hétérostructures. Enfin, ils ont inventé, hein, ça paraît facile dit comme ça, mais enfin, ils ont quand même eu le prix Nobel pour ça. Donc l'idée, c'est d'empiler 2 matériaux qui ont des bandes interdites différentes. Alors il se trouve que vous collez 2 matériaux qui ont des bandes interdites différentes. En fait, il se trouve qu'ici, alors je vous expliquerai pas pourquoi, mais enfin c'est l'ALGAS. Ça c'est le plus courant. Hein. Parce que c'est le plus courant, ça existe même dans des applications pour les transistors hyper fréquents, dans les transistors, etc. Et quand vous le rapprochez, enfin, vous le rapprochez pas à la main, c'est pendant la croissance, vous les faites pousser l'un sur l'autre. Hein. Pas un truc que vous allez comme ça. Eh bien, si on regarde que la bande de valence, en fait, vous allez former un puits comme ça. Bon, pas beau mon puits. Ouais, c'est des micros.
Et alors, dans ce puits, si vous vous démerdez bien, vous avez des niveaux quantifiés. Le premier, il est là, le deuxième, il est là. Et alors en fait, c'est plus droit ici, hein, ça penche de coup. Et quand vous faites ça, vous allez doper ici. Alors sous forme de plan ou pas, ça on pourra en discuter. Et ce qui se passe, c'est que le dopage se fait là, hop, et l'électron il tombe dans le trou. Alors ce qui est vachement intéressant, alors bon, là c'est des distances, c'est pas non plus des kilomètres, hein, ça c'est 100 nanomètres typiquement. Et vous voyez que ce qui est vachement intéressant dans ce système-là, c'est que l'électron tombe dans le trou et le dopant reste à droite. D'accord ? Donc vous avez réussi à spatialement séparer le dopant et l'électron. Et ça, c'est super intéressant parce que la diffusion sur les impuretés ionisées, dont on a parlé pendant le cours, eh ben, on a réussi à séparer l'impureté ionisée du dopant. Alors, elle est quand même là, mais comme elle est loin, elle se retrouve vachement atténuée au niveau du potentiel de diffusion. Donc, c'est dans ces systèmes-là qu'on obtient les mobilités les plus élevées, parce que les mobilités dans les semi-conducteurs, c'est N2 sur M, il n'y a pas de secret. À basse température, on est limité par la diffusion sur les impuretés résiduelles. Et donc, c'est ça qui va vous limiter. Alors, il y a un autre truc assez sympa ici, c'est que si vous mettez une grille à la sortie, donc je vais vous faire la vue de profil. Donc maintenant, vous imaginez vue de dessus, vous avez ici vos dopants qui sont en plus, donc je vais vous montrer une photo après si vous voulez. Vous avez la LGAS, vous avez le GAS ici, vous avez des électrons moins ici, puis vous mettez une grille par-dessus, simplement un bout de métal qui va vous donner une forme, puis vous mettez une tension négative ici. Ben, comme il n'aime pas les tensions négatives, vous allez chasser les électrons là-dessous. Donc vous pouvez donner comme ça une forme comme vous voulez au gaz d'électrons. D'accord ? Donc je vous montrerai des figures de ça. Et c'est vachement bien parce que du coup, vous pouvez arriver à moduler des formes d'électrons comme ça, des blagues d'électrons à deux dimensions. Donc ça, c'est un truc qui a permis vachement d'avancer dans ce genre de physique, puisque ça permet de moduler comme on veut les gaz électrons. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est pas parce que ce système, je l'aime particulièrement, enfin si, il est sympa quand même, mais je vais vous donner des ordres de grandeur sur les longueurs, et vous allez voir où est le problème. Alors, où est mon tableau sur les longueurs? Mon tableau sur les longueurs, je l'ai plus, je l'ai perdu. Il est là. Voilà, mon tableau sur les longueurs, vous voyez? Alors, donc, ce que je vous disais, donc vous êtes dans un régime, donc ce qu'on appelle le transport classique, c'est ce qu'on a vu. Alors, le conducteur purement quantique, vous êtes ici sur les longueurs d'onde de l'ordre de lambda f, et puis nous, on va se balader ici, d'accord? Donc, pourquoi je vous parlais des longueurs parce que, donc, ici, je vous ai parlé des métaux, ici, des hétérostructures. Alors, lambda f, vous voyez qu'ici, la longueur d'onde de Fermi, c'est 0,1 nanomètre dans des métaux. C'est de l'ordre de 50 nanomètres dans des hétérostructures. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Donc, on n'est pas du tout dans le même régime. D'accord ? La longueur élastique, c'est de l'ordre de 10 nanomètres dans un métal. Et c'est 10 micromètres dans une hétérostructure. Encore une fois, on n'est pas du tout dans le même régime. Ça, c'est un régime très, très propre. Ça, c'est un régime très diffusif. Donc on ne va pas chercher du tout la même physique. Et alors, les LFI, les longueurs de cohérence de phase, de toute façon, à l'ambiance, c'est pas BZF. Alors là, vous gagnez rien dans une hétérostructure parce que vous êtes limité par la longueur électron-phonon. Donc la longueur électron-phonon, comme on l'a vu, ça dépend pas tellement de grand-chose. La longueur électron-phonon, c'est les phonons. Donc que vous soyez dans un métal ou dans une hétérostructure, c'est limité par la même chose. Par contre, vous voyez qu'à basse température, là, c'est pas la même soupe, parce que dans un métal, vous êtes à 1 micron, là, vous êtes à 10 microns. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai, dans des métaux, on a plusieurs microns. Mais là, vous êtes plutôt à 10 microns. Alors ce que ça vous montre quand même dans ce tableau, et c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous voulez travailler sur le système cohérent, vous avez quand même la nécessité d'arriver à faire des échantillons qui sont petits, c'est-à-dire de l'ordre du micron ou moins que ça, et descendre dans les températures qui sont, dirons, en dessous du Kelvin. Alors, bon, peut-être que pour vous, ça vous paraît évident, mais il faut savoir que ça, c'est des choses qui sont devenues possibles dans les années 80-90, d'accord ?
Donc, dans les années 80, faire de la litho en dessous du nanomètre, en dessous du micromètre, c'était quelque chose qui se faisait, mais qui n'était pas complètement évident. Et descendre en dessous du Kelvin, c'était pas non plus complètement évident. Maintenant, on fait ça couramment, si vous voulez, mais c'est quelque chose. Donc, c'est pour ça que l'émergence expérimentale de cette physique-là, eh bien, c'est quelque chose qui a une cinquantaine d'années, quoi, même pas une quarantaine d'années. D'accord. Maintenant, on fait 20 millicards sans problème, si vous voulez, mais à l'époque, c'était pas aussi évident. Et pareil, pour les hétérostructures, c'est des techniques de croissance qui sont quand même assez sophistiquées. Donc maintenant, ça se fait bien, mais à l'époque, c'était pas non plus complètement évident. C'est pour ça que c'est une physique qui est quand même assez jeune, hein, c'est pas un truc qui se fait depuis des siècles. Ok. Donc on a vu ces effets. En gros, les premiers, je vous montrerai des papiers. Les premiers papiers qui montrent des effets quantiques convaincants, c'est 85, 85-86. Alors, est-ce que j'ai le temps de vous montrer un peu des échantillons? Ouais, je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, ouais, ça c'est marrant. Par exemple, ça c'était un. Voilà, c'est un échantillon que j'avais fait moi. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, parce que moi je l'ai fait pas, évidemment. Donc, ça, c'est un réseau métallique. Donc, qu'on avait fait pour montrer. Alors, il y en avait un autre, je vais vous montrer par exemple. Alors, ça, c'était assez joli comme papier. On avait fait ça. J'arrive pas à varier la taille, c'est un peu chiant. Donc, en fait, on avait fait un réseau comme ça et un réseau en carré. Alors, ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait, le carré, la surface du carré est la même que la réseau en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est les pavages de Penrose, si vous regardez bien, c'est des pentagones. Et ce qu'on voulait montrer, ça c'est des manips assez récentes. On avait fait ça en 2000, je sais pas, 2005, 2010, non 2010 plutôt. Et donc justement, on voulait montrer que un électron, quand il se promène sur un réseau comme ça ou un réseau comme ça, bah, il sait sur quel réseau il se trouve. Alors ça, c'est assez intéressant parce que si vous mettez un électron classique, il est incapable de voir s'il est sur un carré ou sur un pentagone. Lui, pour lui, il n'y a pas de bord. Si vous voulez. Par contre, du fait que l'électron est cohérent, ben, sa face va explorer plus loin, si vous voulez. Il y a comme la tentacule, il y a des pieuvres qui vont explorer le réseau. Et il est capable de voir s'il est en train de se déplacer sur un carré ou s'il est en train de se déplacer sur un pentagone. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, vous le voyez dans les harmoniques. C'est-à-dire que si vous tracez ça, vous avez des belles oscillations en fonction du champ. Ici, vous en avez aussi. Et quand vous tracez le rapport entre la première et la deuxième harmonique, ou entre la première et la troisième, vous voyez très clairement que ce n'est pas les mêmes si vous êtes sur un carré ou si vous êtes sur un pentagone. D'accord. Donc ça, c'est un échantillon qu'on avait fait. Alors vous voyez les tailles, hein, c'est quand même pas BZF, hein, parce que ici, vous avez l'échelle, c'est un micron. Donc je crois que si mes souvenirs sont bons, le taille du trait, c'est moins de 100 nanomètres. Ça, c'est moins de 100 nanomètres le trait. Ouais. Mmh. Les harmoniques de la résistance, ouais, je veux dire. Mmh. Vous faites varier la résistance avec le champ, avec le flux, et vous regardez le transformé de Fourier de la résistance en fonction du flux. Je vous montrerai les manips si vous voulez. La résistance oscille en fonction du champ magnétique parce que justement elle est sensible à la phase qui va entourer le flux. Alors qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah bah un truc qui est marrant, tenez, ça c'est assez. Je vous en montre un très vieux auquel je suis attaché. Voilà, ça c'était une boîte quantique, vous voyez, qui date de. Oh, Simone. Voilà, c'était une boîte quantique. Alors ça c'est sur de l'ASGA. Vous voyez, de l'ASGA, donc vous imaginez que les électrons sont partout là. Et là, il y a une boîte quantique. Alors, elle est assez grande, elle fait un micron. Là, la distance entre les pointes, c'est aussi assez grand. Mais comme le gaz est en profondeur, en fait, il est en profondeur, il est 1000 angstroms en dessous, il faut tenir compte que ben, quand vous polarisez ici, en dessous, ça fait un pincement beaucoup plus grand parce que vous avez un effet électrostatique, si vous voulez. Vous avez l'équation de Poisson, quoi. Le delta V égale 4 pi rho, fait qu'en profondeur, ça fait beaucoup moins que ce que ça paraît en surface. Donc ça, c'est fait. Alors ça, c'est... Cet échantillon, il a 30 ans, 40 ans. Je l'ai gardé en souvenir pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ah ça, c'est super beau. On avait fait 2 papiers avec ça. C'est un squid en diamant. Il est joli, celui-là. Donc, c'est du diamant monocristallin. C'est un squid en diamant monocristallin qui marchait très bien. Donc ça, c'est gravé. Ah, il est tout petit, celui-là, parce que là, les bras, ils font 10 nanomètres, je crois. 10 nanomètres. Et vous voyez que c'est très propre parce que c'est un diamant monocristallin, donc vous voyez qu'il n'y a aucune phase du diamant qui sont là. Et donc vous le gravez verticalement, comme ça,
Vous avez des parois complètement, sont un peu penchées parce que la gravure penche un peu. Et vous voyez bien qu'il est complètement monocristallin ce diamant. Et puis voilà. Et alors pour ceux quand même, ah oui j'en ai mis un petit pour Monsieur Boris quand même. J'en ai mis un truc bien suspendu, un petit trampoline. Vous voyez, on arrive même à faire des trampolines avec des trucs. Voilà. Donc, hein? Non, ouais, donc, ouais, des gros jumps. Mais ça tient vachement bien, c'est tout, mine de rien. J'avais fait une guitare, mais je ne l'ai pas retrouvée, la guitare. J'avais fait une guitare en diamant. Une année, il y avait une guitare en diamant. Ce qui est très marrant, c'est qu'on retrouve quand même les lois de la mécanique. C'est-à-dire que quand on fait des ponts trop longs, ça finit par s'effondrer comme ça. Et on avait fait un truc, on avait comparé le diamant et le silicium. Et en fait, le diamant, c'est vraiment plus rigide. Ça tient vachement bien, le diamant. Bon, alors maintenant, ce que je vais vous montrer quand même, c'est la fameuse relation de Landauer. Et on va essayer de montrer si elle marche ou si elle marche pas. Enfin, elle marche d'ailleurs en l'occurrence. Mon dessin qui était là. En fait, imaginez que vous avez partout ici des électrons. Tout ça, c'est des électrons. Et ici, quand vous allez appliquer une tension dessus, vous allez obliger vos électrons à venir passer ici. D'accord ? Et cet endroit-là, vous pouvez, avec des tensions relativement raisonnables, réaliser ici un canal, un trou, qui est de l'ordre de lambda f. Donc vous pourrez mettre en évidence ici la quantification de la conductance si vous arrivez à faire un trou ici de l'ordre de lambda f. Alors est-ce que ça marche? Donc j'avais appelé ça au-delà de Bois-Dôme. Alors au-delà de Bois-Dôme, je vais essayer de vous montrer tout ce qu'il y a de nouveau comme comportement. Alors quand même, le pauvre Landauer, là quand même, son papier il date de 57, la mise en évidence expérimentale c'est 84, donc il a attendu un moment quand même le garçon. Et il faut être patient. Il était un peu bizarre comme mec quand même. Mais bon. Oh bah c'est un mec qui écrivait. Bon d'abord il a une façon d'écrire des papiers qui était très très personnelle. Il fallait comprendre ses papiers, c'était très très. Puis des fois, quand il m'avait envoyé un papier en disant un jour, ouais, c'est un très bon truc, parce qu'on faisait un papier qui allait dans son sens, on m'envoyait un truc, c'est un très bon travail, enfin bon, c'était un peu bizarre, quoi, voilà, c'était un peu seul contre tout le monde, quoi. En général, il avait raison, hein, ceci dit, mais voilà. Je me rappelle une fois, il était venu à une conférence où on l'avait invité, puis il était déjà un peu vieux, c'était une station de ski, on avait tous peur qu'il se casse la gueule sur une plaque de verglas, parce que ça aurait été un bordel monstrueux, c'était un Américain, puis alors, bon, c'était le truc, bon, c'est assez bizarre, quoi. Et alors en fait, à IBM, ils avaient attendu qu'il meure pour fermer le département de recherche fondamentale, quoi. C'est-à-dire que, comme c'était une star, on pouvait pas le fermer avant, puis dès qu'il est mort, ils ont tout fermé, quoi. Ça a été... Hein? Ah ouais, non, mais il y a pire. Hein. Il y a pire. Bon, pire, il y a des gens qui se remettent jamais, enfin, qui se prennent pour des dieux le père. Enfin, bon, vous verrez, dans ce métier, il y a tout. Hein. Il y a des gens très pénibles. Très, très pénibles. Enfin, moi, je trouve très pénible. Si, il y avait Maître Yoda, mais il est mort. Donc. C'est un gag, Maître Yoda, parce qu'il était tout petit, il était tout voûté, et pour s'empêcher de fumer, il mâchait sa langue dans les conférences. Et c'était un mec, quand on publiait un truc, si on avait oublié de le citer, vous envoyait un mot. Alors qu'il était déjà super connu, mais on ne pouvait pas s'empêcher de faire ça, quoi. Enfin bon. Donc la ration Landauer. Alors ce qui est important, c'est la modélisation. Vous allez voir que ce qui est nouveau dans la pensée de Landauer, c'est ça, c'est comment on modélise ces choses-là. Donc l'idée, c'est de prendre deux réservoirs, et on va voir ce que c'est que ces réservoirs dans la suite. On va les mettre à un potentiel, mu1 et mu2. Vous allez voir, ça va vous paraître trivial. Hein. En fait, ça l'est. Ce qu'il y a de bien dans Landauer, ce que j'aime bien dans ces papiers, dans toute la bande Landauer-Buttiker, c'est qu'en fait, c'est trivial, quoi. Tout est dans l'idée, mais en général, le calcul est trivial, quoi. Donc ça me plaît bien, parce que comme j'ai jamais dépassé la somme de fractions, ça me va bien. Le truc, c'est une matrice M.
Alors j'ai mis M, en général ils mettent S, hein, c'est des scattering matrix, j'ai mis M moi. Puis ici vous avez des fils 1D. Alors vous allez voir ce qui est très important, c'est le schéma que je suis en train de faire en fait. Tout est là-dedans. Parce que le R-R de Landauer, je vais vous le montrer, toute l'incompréhension elle est là-dedans. Donc, premier point, 1, 2, 3. Donc là c'est balèze. Donc, 1. Les réservoirs, ce sont des corps noirs. Parfait. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'ils émettent des électrons jusqu'à EF, qu'ils absorbent tous les électrons, et surtout qu'il n'y a pas de corrélation entre les électrons reçus et émis. Ça, c'est très important. Alors, les fameux fils parfaits, ici. Alors, dans ce cas précis, on va dire que c'est des fils 1D, unidimensionnels, mais surtout, dans ces fils, il n'y a pas de dissipation. Et troisièmement, donc l'échantillon, c'est une matrice de couplage. Puis ici, on va dire que c'est juste une barrière T, quoi, avec une transmission T. Alors, on va regarder vraiment le cas trivial. J'ai un mode de chaque côté, d'accord, et là, simplement une barrière de transmission T. Donc, c'est vraiment un calcul pour enfants de 5 ans. Mais toute la physique est déjà là. Alors, ces hypothèses vous paraissent évidentes, mais on en rediscutera tout à l'heure quand on va faire on va discuter un peu les paradoxes de cette loi-là. Je sais pas, le séminaire, il est à quelle heure? Il est à 45? Ouais, bon, on finit ça, jusqu'à 45. Vous pouvez prendre votre café ou autre chose, une autre boisson, si vous voulez. On regardera pas. Ou même fumer, hein, si vous voulez. Bien. On va voir. Dans le modèle, on a dit ici que ça, c'était un corps noir qui envoyait des électrons dans les modes du fil indé. Ce truc-là, c'était une matrice qui allait. Alors, on a dit que c'était juste une barrière, mais elle peut éventuellement coupler les modes entrants et les modes sortants. Et que la décohérence se faisait à ce niveau-là. C'est-à-dire que tant qu'on est ici, on n'a que des processus élastiques. Donc, on a une parfaite conservation de l'énergie. Donc, la décohérence et surtout la perte d'énergie se fait uniquement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, la résistance telle qu'elle est définie par Landauer, c'est une résistance de contact. Parce que l'électron qui est injecté ici, il va être diffusé, il va faire ce qu'il veut, mais il ne perd pas son énergie. L'énergie globale qui est injectée ici, elle est conservée. Elle n'est perdue qu'à cet endroit-là. Donc en fait, la résistance intervient que à cet endroit-là. Donc si vous faites une mesure de points, vous mettez la tension, vous mesurez la tension ici et ici, vous allez bien trouver 2 au carré sur H, qui est la résistance de votre canal. Par contre, si vous mesurez la tension ici et ici, vous allez mesurer 0. Parce que la résistance n'a pas perdu de temps. Alors, à mettre en évidence, c'est... Donc, première approximation, il y a un seul mode par canal. Ouais, bien sûr.
Donc, vous allez voir que, bon, on applique une tension c'est le dernier cours. Hein. Alors, petite, si, surtout que je vous ai pas vu en vrai depuis longtemps. Hein. Parce qu'en fait, j'avais envie de. On s'est dit avec Thierry qu'on vous inviterait boire un pot le jour de l'examen, mais il y a tout qui est fermé, donc on peut même pas. Pour que T, de densité d'état, reste constant. Alors évidemment, si vous mettez des tensions énormes, hein, vous avez des effets quand même. Bon. Alors, évidemment, ça je pense que vous l'avez compris, ce qui se passe entre 0 et mu1, ça se compense avec ce qui se passe dans l'autre sens, d'accord? Donc on va s'intéresser à ce qui se passe entre mu1 et mu2. Donc, la bande d'énergie, la bande d'énergie contient EVG1D, état disponible. Enfin, 1D de EF, hein, d'accord, 1D pris à EF. Alors, chaque état a la même probabilité mineur, ce truc, T d'être transmis. J'ai un D, donc la densité d'état 1D. Donc vous trouvez simplement que le courant, c'est mu1 moins mu2 fois G1D. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en énergie, d'accord, ce qui se passe en dessous de mu1, ça se compense dans les deux sens. G1D de F fois E V de EF, alors ça, oui, c'est la vitesse, hein, fois T, alors ça, c'est la vitesse. Non, c'est E. C'est E. Et vous faites un courant, vous faut bien un E quelque part. Et ça, c'est la vitesse de Fermi. C'est juste le courant exprimé à D.
Alors, si vous regardez comment ça se combine à un dé, tout ça, alors, bon, vous reprenez le Kittel. Hein. S'il faut regarder, en fait, ça se combine bien entre la vitesse de Fermi et la densité d'état à une dimension, ça se simplifie. Et vous trouvez que le courant, c'est simplement E carré V 1 sur pi h bar fois T. Et donc, vous pouvez l'écrire I égale G fois T, ce qui est égal à 2 E carré sur H fois T. Donc, je vous dis, hein, pour regarder ça, vous prendrez simplement la densité d'état à 1D, il faut la vitesse de Fermi. La vitesse de Fermi, c'est la dérivée de l'énergie, et à 1D, la densité d'état, c'est 1 sur l'inverse de la dérivée de l'énergie. Donc, ça simplifie très bien. Alors, ce qui est important, donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule de Landauer. Hein. En général, on appelle ça la formule de Landauer. Et 2e carré sur H, c'est le quantum de conductance. Donc ça vaut à peu près 77 microsiemens. Mais ce que vous connaissez peut-être plus, c'est l'inverse, c'est-à-dire le quantum de résistance, qui lui est métrologiquement connu, donc à 25 000, enfin, la valeur est même fixée à 25 kg, mais je ne sais plus combien. D'accord. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette formule vous fait apparaître quand même, vous relie quand même la conductance au quantum fondamental de conductance. D'accord. Donc la conductance est reliée au quantum de conductance fois la transmission d'une barrière. Donc il vous dit simplement que c'est en gros la quantité de conductance qui est transmise. Un canal porte un quantum de conductance et c'est la quantité de cette conductance qui est transmise. Donc vraiment chaque canal ne peut pas porter plus que cette conductance-là. Et chaque canal porte cette conductance. Donc ça c'est le modèle à 1D et essentiellement on discutera plus tard. Je vais vous montrer juste les mises en évidence expérimentales et puis on discutera juste après un petit peu des paradoxes que soulève quand même ce modèle. Okay. Alors, mise en évidence. Ça a mis longtemps à être mis en évidence ce truc, vous allez voir pourquoi. À ça. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Évident dans un système. Donc, première chose, il faut maîtriser le nombre de canaux incidents. Donc en fait, il faut réaliser une sorte de guide d'onde, si vous voulez. Et ça, c'est pas facile. Alors, si vous prenez un guide d'onde, hein, je vous rappelle que le premier mode est comme ça, le deuxième mode est comme ça, le troisième, il est, je ne sais pas le dessiner, et que le nombre de modes, c'est la largeur divisée par lambda f sur 2. Donc, si vous voulez espérer faire ça, si vous mettez des chiffres, dans un métal, c'est strictement impossible. D'accord. Parce que vous êtes dans le nanomètre ou dixième de nanomètre, c'est impossible. Donc la seule façon de le faire, c'est d'aller regarder des autorostructures dans lesquelles vous allez former, et de façon électrostatique, des canaux unidimensionnels. Ok. Donc, je vais vous montrer quand même des figures de ça. En fait, je vous en montre deux, hein, parce que ce qui est assez marrant, c'est qu'elles sont parues exactement la même semaine. Voilà, donc il y a celle-là. Pourquoi j'arrive plus à les bouger dès que je les ai mis? Ah si, je peux les bouger, je suis bête en fait. Et puis celle-là. Voilà. Voilà.
Je prends l'autre pour l'agrandir, celle-là, non. Voilà. Alors, ce que vous voyez ici, c'est deux papiers, on voit pas terrible, hein. Deux papiers qui sont parus la même semaine et qui prétendent tous deux voir la quantification de la conductance. Bon. Alors, sur ce papier, alors ils utilisent à peu près la même technique. Donc, c'est deux hétérostructures d'Asga. Vous voyez ici les formes de la grille, et puis ici, bon, on va oublier un peu, mais la forme de la grille, c'est un canal qui est long comme ça ici. Ici, un canal qui est comme ça. On va oublier la figure de gauche parce que bon, c'est un peu compliqué ce qu'ils ont fait, mais essentiellement, on va se focaliser sur la figure de droite ici et la figure ici, cette figure-là. Donc, vous voyez qu'ici, ils appliquent une tension de grille. Ils sont en train de fermer leur canal, donc il faut le voir de droite à gauche. Et quand ils ferment leur canal, vous voyez ici que progressivement la conductance diminue, 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 jusqu'à avoir ici un régime évanescent. Ça, c'est propre à un guide d'onde, puisque vous savez que quand vous êtes sur un guide d'onde, vous avez un certain nombre de modes qui sont complètement transmis, et puis les autres modes sont complètement évanescents. Et puis vous ouvrez, et tout d'un coup, d'un coup, le mode suivant est transmis, et puis les autres sont complètement évanescents. Et à un moment, vous avez le mode suivant qui est transmis, etc. Et celui-là qui est complètement évanescent. Alors ici, vous avez la même manip, mais qui marche beaucoup moins bien. Alors, il voit les plateaux aussi, mais elle marche beaucoup moins bien. Alors en fait, ça vient du choix stratégique de l'échantillon qu'ils ont pris. Alors, à votre avis, pourquoi ça marche bien mieux avec ça qu'avec ça? Quelqu'un a une idée? Ah, l'expérimentateur, là. Si vous voulez réaliser un guidon, une sorte de guidon, finalement, pourquoi c'est pas une bonne idée de faire un truc en longueur comme ça, et plutôt c'est peut-être plus malin de faire ça. On pensait à une trompette. Pas une trompette, un hautbois, un basson, n'importe quel instrument avant. C'est fait comment? Le bout, hein. Pas du côté où on souffle, mais l'autre bout, il est fait comment? Voilà, il est fait comme ça. Alors pourquoi il est fait comme ça? Non mais je vous vois, hein. Pourquoi il est fait comme ça, à votre avis? Qu'est-ce qui se passerait si votre truc il passait d'un coup de la largeur à une largeur comme ça, dans le vide? Attendez, j'en ai deux qui parlent là. Attendez, on va commencer. C'est le premier, allez-y. C'était le premier, alors je sais même pas. Bon, il y en a un qui se lance. Ouais. Voilà, c'est ça l'idée. En fait, c'est ce qu'on appelle un problème d'adaptation d'impédance. C'est-à-dire que si vous rentrez d'un coup, il y en a un qui a gagné là-bas dans le jeu des 1000 euros, il y en a un qui a gagné. Donc en fait, si vous attaquez directement à un truc complètement droit avec une onde, vous en avez plein qui réfléchit. D'accord? Et simplement, parce qu'à l'entrée, vous avez une telle adaptation d'impédance que vous avez. Alors ça a été mesuré, parce que quand j'étais jeune, là, il y avait des gens qui s'amusaient à faire des calculs là-dessus à l'infini. Pour montrer un truc qu'on connaît bien, vous avez en fait une proportion d'onde qui est vachement importante qui se retrouve réfléchie. Et si vous voulez le faire bien, il faut faire une belle adaptation d'impédance, ce fait que ça soit adiabatique, c'est-à-dire qu'à chaque instant dans le tube, vous ayez un bon mode, un nombre entier de modes qui soit bien défini dans le tube et que toute l'onde rentre bien dans le tube. Or, si vous faites un truc qui a cette forme-là, c'est à peu près réalisé, c'est-à-dire que votre onde, elle rentre et puis vous avez une adaptation d'impédance qui n'est pas trop catastrophique. Par contre, si vous faites un truc comme ça, qui a fait un tuyau. Et vous voyez qu'encore une fois, même les gens, ils oublient ce truc-là, parce que si vous demandez aux gens le problème de la trompette, ils le réalisent tous, ils comprennent ce problème. N'empêche que quand vous leur demandez de faire une matip, vous voyez, ils ont tous commencé par faire des tuyaux. Et la plupart des gens, ils se demandaient pourquoi ça ne marchait pas quand on fait un tuyau. Et effectivement, ils voyaient vaguement des trucs comme ça. Eux, ils sont encore arrivés, mais la plupart des gens ne voyaient rien du tout. Et simplement, quand vous faites ne serait-ce qu'un truc comme ça, tout de suite, vous voyez des plateaux beaucoup mieux.
Oui, c'est pour ça, des fois, quand on est, quand on fait des expériences, même que les physiciens relativement expérimentés, ils oublient des principes très simples de première année. Et quand ils cherchent à faire un point contact, ben, ils se partent bien en tête à faire des tuyaux et ils se demandent pourquoi ils voient rien, quoi. Et ils ont mis des années à comprendre qu'il fallait faire un truc comme ça. Et voilà, donc en fait, ils ont vu la quantification de la conductance comme ça. Voilà, donc ça, c'est un papier, c'est quelle année? 80. C'est plus que ça, en fait. Attendez, on va regarder, je crois que c'est encore plus récent que ce que je vous ai dit. Oui, c'est 88, hein. 88, oui, c'est encore plus récent que ce que je vous disais. Bon, alors, il y a évidemment un problème, je voudrais quand même vous en arrière, réel. Pourquoi? Parce qu'en fait, les corps noirs sont toujours très très proches d'ici, parce qu'il faudrait se mettre à une distance qui serait moins que LE. Et LE, en général, c'est des distances qui sont très très courtes. On ne va pas vous laisser partir sans avoir levé cette ambiguïté, qui est de savoir, à votre avis, alors, est-ce qu'il y a un truc qui vous a choqué dans ce travail, dans ce papier de Landauer? Une question que vous vous posez au moins. Bah, alors, un quantum de conductance par canal, ça c'est intuitif. C'est-à-dire, ça pourrait être, a priori, qu'il y en ait un par canal, c'est pas choquant. La question qu'on peut se poser, c'est si j'envoie une onde sur un truc qui est parfaitement transmis, enfin, transmissif, enfin bref, qui transmet parfaitement, est-ce que je dois trouver une résistance nulle ou est-ce que je dois trouver une résistance finie? C'est une question qui est pas con, a priori. Alors, le premier papier de Landauer, le 57, là que je vous ai montré, lui il dit, moi je trouve une résistance nulle. Les gens ils ont dit, c'est un contresens total, on sait très bien qu'on n'a jamais une résistance nulle. Bon. Mais si on prend le problème à l'inverse, on peut se dire, enfin la résistance elle viendrait d'où? Si je suis parfaitement transmis, la résistance elle vient d'où? C'est pas con non plus de dire ça. En fait, alors là il y a un truc aussi qui a mis un moment, c'est que les deux ont raison. Les deux ont raison à condition de savoir ce qu'on mesure et comment on le mesure. Alors je vais vous le faire parce que c'est assez intéressant pour s'il y en a qui vont faire de l'effet Hall dans leur vie. Parce que l'effet Hall, c'est un des rares systèmes où on voit expérimentalement qu'on voit les deux valeurs. En fait. On voit à la fois 2e carré sur h et à la fois 0, selon comment on mesure. Donc c'est un petit calcul qui est assez amusant et qui montre que le modèle de Landauer, justement, tout est dans le dessin. Il suffit de mettre un dessin propre et on verra qu'on trouve soit 0, soit e carré sur h, fois 2. Donc la question c'est où est la résistance? Alors, allons-y. Alors on va faire un petit modèle un tout petit peu différent parce que le problème c'est que... Enfin le modèle est le même, on va définir des choses un petit peu... faut que je fasse J'arrive jamais à faire le dessin sur ce merdier là. Donc là, j'ai ma barrière T. Mais ce que je vais faire de différent, c'est ça. C'est que maintenant, je vais définir mu1, je vais le faire en bas d'ailleurs, mu1, mu2, mais je vais définir aussi mu1 et mu-b. Et ce que je vais vous montrer, c'est que si on fait une mesure 4 points, c'est-à-dire si je prends la tension dans mu1 et mu-b, je vais bien trouver une résistance qui est nulle. D'accord ? Alors le problème, c'est qu'il ne faut pas que je me plante. Mais si tout va bien devant vos yeux ébahis, je vais vous faire ce calcul.
Alors, on va calculer le potentiel chimique. Hein. D'abord, on va quand même on va bien se mettre d'accord sur ce qu'on calcule. Potentiel chimique. Alors là, ça c'est le fil A, hein, d'accord. Fil avec un E quand même, n'exagérons rien. Bien. Le potentiel chimique, ça veut dire que j'ai autant d'électrons au-dessus de mu que de trous en dessous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Bon. Maintenant, il va falloir compter. Alors, il va falloir compter. On va compter. Bon, allons-y. Alors, on va regarder le côté droit. Les électrons au-dessus de mu B, eh bien, moi je dis que j'en ai T fois mu 1 moins mu B. D'accord. Moi, mon fil, il m'en émet partout les électrons de ce côté. Donc les électrons que j'ai de ce côté, c'est des électrons qui viennent de là. Ceux qui viennent de ce côté, c'est T fois mu 1 moins mu B. D'accord. Alors maintenant, ce qui est un peu moins évident, c'est les trous en dessous de mu B. Ça, c'est les états disponibles, d'accord, moins les électrons qui ont sauté la barrière. Ok. Donc, ça, c'est 2 mu B moins mu 2. Alors, le 2, c'est parce que j'ai deux états de spin. Hein. J'en ai deux. Mais ceux qui ont sauté la barrière, c'était facteur de mu B moins mu 2. Et ça me fait 2 moins T mu B. D'accord. Et alors, à ce petit jeu, je monte un peu mon son. En fait, vous avez une transmission T, donc en permanence, vous avez des électrons qui sont là, et ces électrons ont une probabilité T de passer. C'est tout. Ouais, parce que moi, je regarde ce qui se passe en dessous de mu B. Parce qu'en dessous de mu 2, de toute façon, tous les processus sont symétriques. Donc moi, je regarde ce qui se passe à partir de là. Parce que tout ce qui va se passer en dessous, je prends ma référence de potentiel, si vous voulez, je la prends là. Mon 0, je le prends à mu B. J'aurais pu le prendre n'importe où, mais je peux pas le prendre au-dessus. Mais j'aurais pu le prendre là, hein, je veux dire, j'aurais pu le prendre où je veux.
partir du moment, le déséquilibre, il est sur mu1 et mu2. Là, tout le monde est en train de s'habiller, donc il va faire froid chez vous. Mais il n'y a pas le chat pour tenir chaud. Bon, je vais finir quand même avant le séminaire. Je ne sais pas si Elsa est en train de rentrer. Non, elle n'est pas là. Ils sont là parce qu'a priori tout est rempli. Simplement, alors on va regarder ça. Ben, c'est les électrons qui ont sauté de la barrière. Ce qu'on a dit, on va regarder. Par contre, il y a un système. J'arrive au fait que comme je les équilibre, mes potentiels, j'arrive au fait que T mu1 moins mu-b est égal à 2 moins T, facteur de mu-b moins mu2. Ce qui me donne immédiatement que 2 mu-b est égal à T mu1 plus 2 moins T mu2. Ça, c'est pour le côté droit. Allons-y pour le côté gauche. Nombre d'électrons, pardon. Oui. Donc le nombre d'électrons au-dessus de mu1, bon, ben ça, c'est le nombre d'états disponibles. Donc c'est 2 mu1 moins mu1. D'accord. Donc ça, c'est tous mes électrons, moins ceux qui ont sauté. Donc moins T, mu1 moins mu1. Donc c'est égal à 2 moins T, mu1, mu1. Et puis le nombre de trous. En dessous de mu1. Eh bien, d'accord. Donc c'était et vous arrivez à cette égalité que 2 mu1, bon elle est symétrique, égale à T mu2 moins 2 moins T mu1. Ok. Alors, si vous écrivez finalement, bon, je vous fais graphe des sommes parce que c'est des plus et des moins. In fine, vous arrivez à mu1 moins mu-b qui est égal à 1 moins T mu1 moins mu2. D'accord? Ça, c'est le premier résultat intermédiaire que vous obtenez. Maintenant, on va remettre ça dans l'Andauer. Et dans l'Andauer, vous aviez I qui est égal à E, facteur de mu1 moins 2, fois G, fois la vitesse de Fermi, fois la transmission. Et vous voyez que maintenant, si vous appliquez cette relation, vous allez avoir à faire apparaître mu1 moins mu-b sur 1 moins t. Et à ce moment-là, vous pouvez écrire ça de la façon suivante, c'est E fois mu1 moins mu-b sur 1 moins t fois G VF fois t. Et vous obtenez à ce moment-là que la conductance que vous définissez comme mu1 moins mu-b sur I, cette fois, eh bien c'est égal à 2E carré sur H fois T sur 1 moins T. Et vous trouvez qu'à ce moment-là, vous avez bien une résistance qui va diverger. Hop, il n'est pas beau moi.
D'accord? Alors alors c'est pas un miracle, hein, parce qu'on peut regarder ce que ça veut dire. Pourquoi à un moment on a une résistance qui diverge et à un moment on a une résistance qui ne diverge pas? Ben, en fait, il faut regarder dans le modèle ce qu'on a injecté. Expérimental qui marche pas trop mal pour ça, alors je vous dirais, je vais pas vous expliquer pourquoi exactement, mais si vous prenez un système d'effet Hall, en fait vous réalisez à peu près ça. Donc quand vous avez un système d'effet Hall, vous pouvez voir l'analogie, c'est-à-dire qu'en fait les modes que vous voyez, les modes 1D, c'est ces flèches qui se propagent là, ouais, ces trucs qui se propagent, c'est des modes 1D. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe, ces modes, ils se propagent sans décohérence. D'accord? Donc en fait, si vous mesurez ici, ben, vous n'avez pas de perte d'énergie. Jusqu'à ce moment-là, vous voyez, comme je fais passer le courant ici, la seule décohérence qui va avoir lieu, c'est quand il rentre là, ou quand il rentre là, et entre là, j'ai pas de décohérence. Et vous le voyez très bien alors je voulais vous montrer une courbe, je sais pas laquelle, j'en ai une qui est jolie, celle-là, je pense. C'était une vieille courbe que j'avais en stock. Ouais, elle est petite, je sais pas si vous voyez grand-chose. Je sais pas comment on les grandit, ces courbes à la con. Enfin, elle est toute petite, bon, c'est pas grave. Donc vous voyez que tant que vous êtes sur ce qui est en bleu, c'est mesuré entre 5 et 6, par exemple. Ben, vous voyez, quand vous êtes là, vous mesurez entre 5 et 6. Si vous suivez un canal, vous voyez, les deux sont exactement au même potentiel et il n'y a absolument pas de relaxation entre les deux. Et votre résistance est parfaitement nulle à cet endroit. Alors, je peux vous en montrer des plus, peut-être, sur les plateaux, sur d'autres plateaux, on va mettre d'autres plateaux qui sont nuls. Ouais, ça sera peut-être plus joli sur sur les plateaux entiers, ça se voit un peu mieux. Et vous voyez que vous avez toute cette série de plateaux où chaque fois, si vous mesurez entre 5 et 6, les canaux sont parfaitement transmis et vous n'avez pas de résistance entre les deux canaux. Donc c'est vraiment la relation de Landauer. C'est pas la relation de Büttiker parce que c'est lui qui a généralisé ça à l'effet Hall. Et par contre, si vous mesurez alors entre 5 et 3, mais c'est pareil que de mesurer entre deux points, vous voyez que vous avez des quantifications du plateau en 2 E carré sur H, qui est l'équivalent du Landauer de points. D'accord? Voilà. Donc ça a été un peu long, hein, je suis désolé, c'était le dernier cours. Donc je vous enverrai, alors quand est-ce que je vous l'enverrai? L'examen c'est mardi prochain, c'est ça? Alors j'ai trouvé un examen super facile à faire pour vous, donc je vais pas vous l'envoyer trop tôt, sinon vous allez torcher ça en 2 heures. Donc je vous enverrai la correction dimanche, puis je vous enverrai l'examen, allez, disons, allez, jeudi. C'est un TD d'il y a 2 ans, donc il est vraiment super facile. 3 quarts, vous l'avez fait en cours. Donc il n'y a que 3 questions à la fin que vous n'avez pas fait en cours. Donc il faudra juste que... en fait, c'est les notations, parce que je me suis pas fait chier, hein, j'ai repris exactement, hein, le TD de Lipke. Et donc elle n'a pas les mêmes notations que moi, c'est la seule différence. Et puis elle a rajouté 2 questions qu'on n'a pas fait en cours. Mais sinon, c'est strictement la même chose. Voilà, voilà. Donc on attend l'orateur. Vous avez l'air malheureuse, Madame Vera. C'est vrai, à ce point? En tout cas, vous avez l'air bien vous marrer pendant le cours, là. Vous avez essayé de moi que vous foutiez ou quoi? Ah, pas que, mais un peu quand même. C'est aussi risible quand je fais cours, là. Ah, les remarques que je fais moi? Ah, bah ça va, alors. Vous avez le droit de rire, hein, c'est fait pour. À deux, c'est mieux. Vous avez tout à fait raison. Non, mais si c'est mes remarques qui vous font rire, elles sont là pour. Donc j'aime mieux qu'elles vous fassent rire plutôt qu'il y en a qui sont choqués après vraiment. Ouais. Mais c'est vrai, sérieux, vous avez tous rajouté une couche. Là, je vous j'ai combien un pull, donc température baisse. Oui. Bah, vous avez mardi, je vous la donne le dimanche. Mais honnêtement, c'est vraiment super simple. Je suis en train de l'écrire, c'est quasiment fait tout dans le cours. Il n'y a que 3 questions à la fin qui ne sont pas faites dans le cours.
C'est comme c'est un TD qu'elle avait donné au début du cours, c'était le troisième, je crois que c'est la troisième semaine, donc c'est un truc vraiment hyper simple, quoi. Vous inquiétez vraiment pas, c'est vraiment super simple. Et il n'y a pas de problème avec les stages, tout va bien? Vous êtes déprimé ou pas? Parce que je suis en train. Vous savez, vous aimeriez bien revenir à Grenoble. Là, je suis en train d'écrire, en train de se mobiliser pour que vous puissiez revenir, mais pour vous, c'est trop tard, quoi. Je peux rassurer, les examens de première année, j'ai eu 5 de moyenne. Ça torche le truc. Mais c'est vrai que finalement, on se sera pas vu de l'année, en fait. C'est un peu... Bon, Elsa, tu fais quoi? Elsa. Non, mais elle a oublié, Elsa, c'est pas possible. Faut que je l'appelle. Ouais, ça je peux vous dire. Il en restait 3, je crois. Je crois que le dernier. Attendez. Vous avez noté que la semaine prochaine, il a un horaire un peu particulier. Attendez, je me sors pas de cette fenêtre à la con, là. Comment je fais pour l'enlever? Voilà. Attendez déjà. Faut que j'arrête.